Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de milieu de semaine, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc le gouvernement est tombé, il a été censuré par une majorité de députés à l'Assemblée nationale à la suite du 49.3 déclenché lundi. On va essayer de en tirer des premiers enseignements. Bon, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu tires là de cette séquence d'actualité politique brûlante et intense? Rapide. On savait depuis le départ que ça ne pouvait pas durer cette affaire. L'illégitimité de Barnier était posée. Épatante. Oui, je veux dire. Mais ce qui me frappe, c'est la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Je dois dire que les macronistes y ont bien contribué. C'est-à-dire que là, franchement, ils se sont montrés à un bon niveau en termes de torpillage, de tout ce que... Enfin, vraiment, c'est des missionnaires qui sont là pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron, qui est indéfendable, et que donc tout ce que le pauvre Barnier a essayé de faire pour rapetasser ceci, cela, s'est vu opposer la résistance des macronistes. Donc c'est allé très vite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments divers et variés qui ont concouru certainement à la décision du RN de faire tomber le gouvernement, puisqu'en fait, au départ, il était quand même plutôt indulgent avec ce gouvernement Barnier. Je pense que Marine Le Pen a dû se rendre compte que c'est peut-être un petit problème de se retrouver attachée à la survie, à la vie puis la survie de ce gouvernement qui faisait une politique dégueulasse, mais en fait ont-ils vraiment le choix dans la mesure où les limites ont été posées, on ne touche pas aux dividendes, aux grandes entreprises, aux riches, etc. Et on essaie de rétablir un peu l'équilibre dans les comptes. Donc ils ont voulu faire la poche de tout le monde. Et je pense que personne n'a très envie d'emporter, de l'assumer politiquement. Et je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen, elle assumerait ce truc-là. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, cette semaine, on a vu fleurir des reportages de terrain auprès notamment d'électeurs et d'électrices du Rassemblement national qui disaient en substance que tous ces gens qui forment le socle du Rassemblement national poussaient Marine Le Pen à censurer le gouvernement, à éjecter Michel Barnier, parce qu'il ne comprenait pas en fait pourquoi toutes les mesures antisociales qui étaient prises par le gouvernement actuel devraient être avalisées par la non-censure de Marine Le Pen et de ses camarades. Et donc effectivement, sous la pression de cette base, qui d'ailleurs était retransmise par les députés du Rassemblement national lorsqu'ils prenaient la parole publiquement dans les médias, ils disaient bah oui, mais nous localement en fait, les gens ils comprennent pas en fait pourquoi est-ce qu'on ferait passer ce budget comme tu l'as dit qui était profondément antisocial. Après il y a cette question, elle avait donné 4 ultimatums Marine Le Pen. Le non-déremboursement des médicaments, la non-hausse de la taxe sur l'électricité, l'indexation des retraites sur l'inflation et la réduction du panier de soins de l'aide médicale d'État. Elle a obtenu gain de cause, entre guillemets, sur 3 de ces points, l'AME, le déremboursement des médicaments et la hausse de l'électricité, mais pas sur l'indexation des retraites sur l'inflation. Et donc, elle a utilisé le fait que voilà, elle n'avait pas été pleinement entendue sur ces 4 paramètres pour dire bon on fait tomber le gouvernement. Mais en vérité, pour moi, ce n'est qu'un prétexte. D'ailleurs, ces 4 points, il y en a 3 qui sont communs avec la gauche. Le déremboursement des médicaments, l'indexation sur les retraites et la non-hausse de la taxe sur l'électricité. C'est des points qui sont défendus par la gauche. Et comme on l'a dit dans un débrief précédent, ça fait mal au cœur de voir que le point, de par notamment les médias mainstream, a été donné à Marine Le Pen sur ce sujet-là. Et par Barnier. Barnier, exactement ce que j'allais dire, ce qui est une vérité. Barnier l'a fait parce que Marine Le Pen le demandait, pas parce que le nouveau Front Populaire, la gauche et les syndicats le demandaient. Et d'ailleurs, pour
pour rebooter avec genre ce qu'a dit Michel Barnier dans son interview aux deux journaux télévisés de 20h, TF1 et France 2 hier soir, qui était une interview proprement hallucinante. Ah oui, on l'a vu séparément et on a eu la même réaction tous les deux. Non, on s'est dit, mais waouh, c'est incroyable. Là, incroyable. Sous un espèce de truc de marshmallow tout mou, là. Ce qu'il a raconté, c'était effrayant. C'était effrayant parce qu'il ne s'est adressé qu'à l'extrême droite pendant toute l'interview. Il a parlé de la gauche en des termes excessivement péjoratifs, déplacés et agressifs. D'ailleurs, il ne parle pas de gauche, il parle d'extrême gauche. Et de Jean-Luc Mélenchon. Et de Jean-Luc Mélenchon. Il a parlé de la motion de censure de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est, rappelons-le, pas député, même s'il a passé sa journée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc c'était complètement hallucinant. Il a fait un tweet, on s'en sait pas, avec Loïc Leclerc, on s'en est pas remis. Le tweet, c'est, il a posté la motion de censure, le texte de la motion de censure du nouveau Front Populaire, en disant comment le RN pourrait voter ce texte alors qu'il ne respecte pas les 11 millions d'électeurs du Rassemblement National. Je suis là, non mais en fait, il s'est mis, et ça c'est la réflexion qu'on s'est faite avec Catherine, en fait Michel Barnier s'est mis à parler du point de vue du Rassemblement National. On aurait presque dit que c'était honnêtement un responsable du Rassemblement National qui faisait partie de sa coalition et qui défendait en gros ses camarades. Ce qui m'a poussé. Il leur disait, avant que tu développes tes hypothèses, il leur disait, mais de votre point de vue, vous ne pouvez pas voter cette motion. C'est-à-dire qu'en fait, il essayait de les rappeler à la respectabilité, au fait qu'ils ne pouvaient pas voter avec la gauche, etc. C'est-à-dire qu'il a employé des arguments, les ultimes arguments, c'est ça qui nous a frappé aussi à tous les deux, puisqu'il ne donnait pas de nouveaux gages à Marine Le Pen, l'affaire était entendue. Quand hier soir, Michel Barnier prend la parole à 20h, il sait que la motion de censure va être votée. Donc il sait qu'il ne sera plus Premier ministre, et d'ailleurs il le dit à un moment donné de manière très claire, et il dit aussi assez clairement qu'il ne veut pas être renommé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être prolongé par Emmanuel Macron. Donc les arguments qu'il va développer ne sont pas il ne met pas ses dernières forces pour essayer de convaincre Marine Le Pen. Parce que s'il avait mis ses dernières forces, il aurait lâché sur la question des retraites pour lui retirer son ultime argument. Donc c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fait. Il endosse véritablement. Alors là, c'est l'histoire du storytelling qui commence et on va discuter de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pourquoi est-ce que, alors qu'il sait qu'il ne sera plus Premier ministre, alors qu'il sait qu'il va être censuré, pourquoi est-ce que Michel Barnier reprend les arguments du Front National ? C'est-à-dire que moi j'ai un mot pour ça, c'est le déshonneur et la censure. Il n'aurait pu avoir que la censure et partir avec un minimum de dignité. Là, en plus, il part sans dignité, en se couchant, en capitulant devant l'extrême droite, et en plus, il va être censuré. Bon. Alors après, il y a effectivement les logiques qui sont en œuvre pour l'après-Barnier. Mais pourquoi il prend cette position-là ? Pourquoi il prend cette position-là ? Il ne dit pas un mot, normalement. D'ailleurs, il y a 15 jours, on en avait parlé, je crois. Il y a 15 jours, Michel Barnier dit, si on n'arrive pas à trouver un candidat commun de la droite, on aura, quand tu dis, il dit pas la droite, il dit du bloc central, on aura un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Donc en fait, en disant cela, d'ailleurs, moi j'étais étonnée de cette déclaration parce que c'était déjà tendu et déjà on commençait à bruire l'idée d'une motion de censure. Je me suis dit, en faisant ça, il se présente en leader de ce groupe-là qui a la vocation, la prétention à être au second tour et à battre Marine Le Pen. Donc il montre bien qu'il n'est pas l'allié de Marine Le Pen. Donc pourquoi, hier, au lieu de développer des arguments qui justifieraient une unité de groupe du bloc central face à Marine Le Pen, donc qui s'attaque à Marine Le Pen, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça hier ?
Et donc, mon hypothèse, car on y vient, que j'ai développée dans la newsletter du jour, c'est que l'histoire s'accélère et que, effectivement, le Michel Barnier d'il y a 3 semaines n'est pas le Michel Barnier d'aujourd'hui, qu'il est déjà en train de préparer, en fait, ce qui va se passer ensuite. Quand je dis il, c'est pas lui tout seul, bien évidemment, c'est le bloc central qui veut absolument conserver ce qu'ils imaginent être les acquis du macronisme, c'est-à-dire toutes leurs réformes. C'est pas le bloc central qui conserve les acquis du macronisme. Dans le bloc central, les LR, c'est pas tout le monde qui est sur cette position. C'est vrai. Par contre, ils pensent qu'ils sont les seuls légitimes à exercer le pouvoir. C'est autre chose. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dynamiques à l'œuvre à l'intérieur du socle commun qui sont pas tout à fait les mêmes. Les macronistes veulent défendre le macronisme, la politique de l'offre, etc. Enfin, même si certains prennent un peu des voies, comment on dit, détournées parce qu'ils ont un agenda à horizon de la prochaine présidentielle. Et puis, les LR, eux, bon, ils ont ils sont à la fois des conservateurs et des libéraux, et donc c'est d'autres logiques qui sont à l'œuvre. Mais globalement, tous ces gens-là ne veulent absolument pas donner, et ça j'ai l'impression que c'est pas une nouveauté, mais c'est particulièrement aigu en ce moment, ne peuvent pas imaginer donner le pouvoir à la gauche. C'est quelque chose qui leur est maintenant totalement insupportable, totalement impossible. Alors ils prennent pour prétexte la présence de la France insoumise dans le bloc de gauche, et donc de cette gauche de rupture, et donc ça les terrifie absolument. Et donc ils sont en train, et c'est pour moi le sens en fait que donne Michel Barnier et qu'il a donné à ses dernières interventions, à la fois médiatiques, mais aussi au fait qu'il a cédé au Rassemblement national, c'est qu'en fait ils sont en train de préparer une alliance gouvernementale entre le Rassemblement national et ce qui restera du socle commun. Car c'est la seule chose, c'est le seul horizon de, entre guillemets, stabilité à l'Assemblée nationale qu'ils peuvent envisager, puisqu'ils ne veulent pas proposer l'accord de non-censure avec le nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, cette hypothèse, je pense qu'il va être refusée par Marine Le Pen. Je vois pas, elle a aucun intérêt, en fait, à envoyer des ministres participer à un gouvernement, voilà, un peu de briques et de broc, où il y aurait des LR, des macronistes et du Rassemblement national. Carl Olive, qui est un député macroniste, et qui a d'ailleurs un temps été envisagé pour être ministre des Sports, a pris la parole aujourd'hui sur LCI, et il a dit... tout de go, je pense que nous avons fait une erreur de ne pas avoir fait rentrer des ministres du Rassemblement national dans le gouvernement au moment de la nomination de Michel Barnier. C'est-à-dire qu'il a énoncé très clairement cette alliance abjecte avec l'extrême droite. Et moi, je trouve que c'est la logique. Alors après, il y a deux problèmes. C'est que d'une part, je pense que Marine Le Pen et le Rassemblement national n'acceptera jamais ce type d'alliance. Enfin, je veux dire, par rapport à son agenda politique, d'être présidente de la République, etc., je vois pas pourquoi elle irait dans cette galère-là, comme dirait l'autre. Mais d'un autre côté, il y aurait aussi un problème avec le socle commun, bien évidemment. C'est-à-dire que... alors, notamment pour les électeurs du socle commun qui ont participé du Front républicain en juillet dernier. Déjà, je pense que ça tangue un peu au niveau de tout ce qu'a fait Michel Barnier depuis quelques semaines, de toutes les concessions et les capitulations qu'il a données à l'extrême droite. Mais alors, s'il franchissait en fait cette ligne rouge de dire on fait carrément un accord gouvernemental, vous rentrez au gouvernement, etc., là, je pense que c'en serait la débandade absolue, qu'une partie des macronistes, notamment du Modem, etc., ne participerait pas à cette alliance-là. Mais, au fond, c'est ça, en fait, qui est en train de se constituer. Alors, juste, et je terminerai là-dessus, j'avais mis dans ma newsletter, au départ... Alors, je l'ai laissé, mais je l'ai un peu édulcoré. J'avais parlé du macrono-lepénisme. Et tu m'as dit, non, mais c'est pas possible de parler de ça. Et je pense que tu as raison, parce que en vérité, ce n'est assis sur rien d'autre que... Enfin, il n'y a pas de concept de définition vraiment fondamentale de ce qui pourrait être le macrono-lepénisme, si ce n'est une alliance de circonstances pour ne pas donner le pouvoir à la gauche. Bon...
comme tu dis. Oui, moi je pense que, bon, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, s'ils avaient 2-3 ministres, ça serait juste ridicule. Soit ils sont en force, soit ils n'y vont pas. Bon, pour les raisons qu'on a dit tous les deux, c'est que leur objectif, c'est d'être les leaders, de gagner l'élection présidentielle et ensuite de diriger le pays. C'est quand même ça leur horizon. Je trouve qu'ils ont un problème qui va être un tout petit peu par analogie celui que la France insoumise va devoir résoudre. C'est le côté je ne participe pas au gouvernement si c'est pas moi qui le dirige. C'est une question qui est compliquée, ça, parce que ça veut dire que tu te condamnes d'une certaine manière, sauf quand tu es très fort et que tu peux gagner ce qu'elle peut espérer faire, mais ce qui n'est quand même pas assuré, parce que malgré tout, les enquêtes montrent que ça plafonne bien. Ça veut dire que tu te cantonnes à la limite, et ça, c'est au bout d'un moment, ça te fragilise. C'est-à-dire le fait de ne pas accéder au pouvoir et de ne pas mettre en œuvre ton programme et de ne pas changer la vie des gens comme tu le leur as promis et comme ils te le demandent. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, ce que propose la France insoumise et le Rassemblement national, mais l'impuissance est un frein. Au bout d'un moment, ça devient un frein à ta propre dynamique politique. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'avait très bien compris Jean-Luc Mélenchon quand il théorisait le fait qu'il faut dire qu'on va gagner. C'est-à-dire que si tu n'installes pas la perspective de victoire, tu ne peux pas mobiliser le monde populaire, la jeunesse, etc., qui ne va pas émettre simplement un vote protestataire ou un vote idéologique, mais qui veut que tu gagnes parce qu'ils en attendent quelque chose de concret. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question qui est compliquée pour les deux. Et là, en l'occurrence, si jamais la proposition leur est faite de rentrer au pouvoir, alors évidemment, ils négocieraient leur... Enfin, c'est une question qui n'est pas simple, il n'est pas simple de le refuser si ça leur était proposé. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que chez les LR, ça passe? Est-ce que chez les macronistes, ça passe? Je pense que ça passe pas trop chez Modem, mais chez Lyot, chez, comment il s'appelle, Horizon, enfin, tout ce groupe-là, qui est prêt à ça? Dans le sens de ton argument, on peut dire qu'à l'échelle européenne, on voit cette dynamique partout. C'est la dynamique qui s'est mise en œuvre, y compris au Parlement européen. C'est quand même une dynamique de rapprochement de la droite classique avec l'extrême droite. Donc rapprochement, c'est le mot poli. Plutôt genre l'extrême droite qui commence à phagocyter et à mettre sous pression oui, tu as raison, parce qu'en fait, le problème, c'est que l'extrême droite est en dynamique et que l'autre droite, elle est aussi devant ses limites et ses échecs, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quelque chose d'intéressant à proposer. Je ne dis pas que ce que raconte l'extrême droite est intéressant, mais c'est novateur, ça porte les espérances d'une certaine partie de la population. Moi, je pense que c'est en dehors du désaccord, je pense que c'est de la foutaise, mais pour l'instant, ils sont poussés par ça, alors que la droite traditionnelle, elle est sans dynamisme. Je veux dire, les 4,7 de Madame Pécresse, c'est quand même largement la preuve de ça, et ils ne se sont pas remis debout. Je veux dire, ils ont fait 6% aux élections législatives. Juste un petit mot sur les différentes hypothèses qui sont avancées pour remplacer Michel Barnier et qui, soi-disant, trotte dans la tête de Emmanuel Macron. Alors, on nous parle de Sébastien Lecornu, qui est le ministre de la Défense. On nous parle de Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, ou d'autres, je sais pas, cadors François Bayrou, etc. Honnêtement, je trouve que toutes ces propositions, en l'état, sont absolument ridicules. Car je ne vois pas la différence avec ce qu'a proposé Michel Barnier lorsqu'il est arrivé à Matignon et dont on voit l'échec. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que, d'où l'hypothèse, voilà, qu'il y ait une alliance gouvernementale RN. Ce que tout le monde dit, c'est qu'il faut élargir le socle de gouvernement et donc ça ne peut pas être simplement les mêmes pris au sein des mêmes. C'est sûr que c'est pas le même profil Bayrou ou Retailleau, mais au bout du bout,
ça produit le même effet. Et elle même dira effet. toujours, peut-être qu'elle multipliera les ultimatums, etc. Mais à la fin, elle votera la censure. Et la gauche continuera de se sentir mise à l'écart et que le résultat de l'élection de juin n'est pas respecté et de s'opposer à la logique qui dominera dans ce cas-là, quoi. Justement, petit mot quand même sur la gauche. Ouais. Le nouveau Front populaire a abordé cette censure, je dirais pas en ordre dispersé, puisqu'ils l'ont tous voté, là n'est pas la question, mais quand même avec des stratégies qui sont un peu différentes. Je vais pas dire divergentes, mais au moins différentes. On a vu notamment l'initiative de Lucie Castet avec Marine Tondelier le week-end dernier. Elles ont fait une initiative toutes les deux, qui s'appelle Faire gagner, où elles proposent de rassembler voilà, des gens sur la... Tu laisses ton mail, et puis genre après, je sais pas trop ce qui va se passer, mais enfin... on verra bien, mais en tout cas il y a un rapprochement à ce niveau-là. Le Parti Socialiste, j'écoutais juste avant la censure le député Arthur Delaporte, qui fait pourtant partie des unionistes historiques du nouveau Front populaire, c'est un foriste, etc. on va dire. Exactement. Un proche d'Olivier Faure. Qui, à la question de la journaliste de LCP, bon alors, qu'est-ce que vous allez proposer après la censure, Lucie Castet? Et là, il a dit non, on n'est pas arrêté sur le non, on reste ouvert, nous, de toute façon, on est sur notre proposition, en fait, qui a été le premier qui l'a fait, c'est le député Philippe Brun, socialiste, qui est sur la proposition d'un accord de non-censure avec tout ou partie du socle commun, notamment les macronistes. C'est un peu plus que ça, si je peux dire, il y a 3 éléments dans la proposition que font les socialistes. Ils proposent que ce soit un gouvernement Front populaire que ce soit le Front populaire qui soit au gouvernement, donc pas avec l'alliance d'autres forces, que ça reste les forces du nouveau Front populaire, dans lequel ils ne feront pas tout leur programme, mais dans lequel ils feront tout ce qui est dans le programme qui est susceptible de passer, donc des majorités de projets. Donc ça, c'est gouvernement nouveau Front populaire. Assemblée nationale de Front républicain, c'est-à-dire accord de non-censure. On vous laisse gouverner et en échange, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser de 49.3. Donc c'est-à-dire qu'en dehors du budget, toute autre loi est soumise à consensus à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en dehors du Rassemblement national. Donc gouvernement de Front populaire, accord de non 49.3, non-censure. Et dernier élément, non-dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est aussi un élément assez important parce que ça permet d'abord d'inscrire dans la durée au moins les 2 ans avant l'élection présidentielle. Et ensuite, ça permet aussi, d'une certaine manière, aux socialistes de se sortir de la pression de la France insoumise que Jean-Luc Mélenchon a réitéré de façon très très claire. La semaine dernière, vendredi soir, il a fait une conférence dans laquelle, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait en 4 jours, Mélenchon a fait une conférence dans laquelle il réénonce que il n'y aura pas de soutien en dehors du programme et qu'il en aura la casquette des gens qui viennent pour être élus et puis qui s'en vont, qui vous tapent sur les partenaires et donc sur la France insoumise, et que pour bien se faire comprendre, il dit nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions. C'est-à-dire qu'en gros, si vous sortez du NFP, si la rupture du NFP, s'il y a rupture du NFP, donc du cadre d'accord sur lequel on est tombé en juin dernier, on vous fait perdre. Il y aura une candidature France Insoumise, alors on vous fait perdre ou on gagne, enfin on verra ça, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, en disant non-censure, pas de 49.3, non-dissolution, les socialistes construisent une méthode, finalement, qui leur permet de gagner du temps et de se donner de l'air par rapport à leurs partenaires du NFP. En particulier la France Insoumise, mais je pense que c'est la seule qui compte. Oui, je suis complètement d'accord, à ceci près que aujourd'hui, on ne voit pas le nouveau Front populaire participer au gouvernement sans la présence de la France Insoumise, qui est quand même... Eux, ils disent avec la LFI. Hein. Je suis complètement d'accord. Ils disent gouvernement avec la LFI. Je suis complètement d'accord, mais dans ces cas-là, le problème c'est que la LFI n'est pas d'accord avec cette proposition
d'accord de non-censure avec les macronistes et les éventuelles concessions, même si on n'en connaît pas tellement les contours qui seraient faites sur le programme. Hein. Je rappelle cette phrase importante de Jean-Luc Mélenchon au sortir de l'élection de juillet dernier, le programme, rien que le programme, tout le programme. Donc ils sont en vérité encore là-dessus, quoi. Donc je vois pas trop comment ça marche à cet endroit-là. Et la LFI n'est pas dans la position, n'est pas plutôt dans les dispositions du Parti communiste du Front populaire, pour le coup, où il n'avait pas participé au Front populaire. Pour diverses raisons, liées à Moscou et liées aussi au fait qu'ils étaient des épouvantails pour toute une partie de l'Assemblée nationale du côté droit, quoi. Et là, la France Insoumise, soutien sans participation. Soutien sans participation, ils sont pas là-dedans. Donc, je vois pas trop comment ça marche, en fait, cette histoire du Parti socialiste. Je suis d'accord que là, pour l'instant, on voit pas bien comment ça marche. Lundi, je pense que j'avais fait une newsletter où j'avais commencé par dire que je faisais le pari qu'il n'y aurait pas de censure. J'avais même ça a duré 2 heures. Genre vraiment, à 2 heures, il y avait la censure. 2 heures après, j'étais dédiée, voilà. Même si ce que je disais, c'est qu'au fond, qu'il n'y ait pas la censure là, jeudi, mais que c'était inéluctable dans les jours qui venaient, donc c'était pas très grave. C'est le fond, c'est plutôt la chute. Je disais que il allait bien falloir que la gauche fasse une proposition. C'est-à-dire qu'on est devant une situation dans laquelle, quand bien même, certains pensent que le mieux, ce serait une élection présidentielle précipitée aussi vite que possible, puisque Emmanuel Macron cristallise tous les ressentiments et les rancœurs et la colère. Quand bien même on pense cela, il faut être capable de faire une proposition qui s'inscrive dans le temps dans lequel on est. C'est-à-dire il faut dire comment on avance, comment on s'en sort, comment on passe les prochains mois, au minimum jusqu'au mois de septembre, puisque la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas possible avant le 8 juillet et que personne ne croit qu'on va voter le 8 juillet et le 23 juillet, quoi. Enfin, ça paraît complètement loufoque comme idée, donc ça sera probablement que le Conseil constitutionnel imposera que ce soit en septembre. Donc ça veut dire qu'il faut tenir jusqu'au mois de septembre. Donc qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là ? Est-ce que une élection présidentielle anticipée règle la question? Bah non, parce que l'Assemblée nationale reste la même, donc toujours le bordel. Alors, oui, ça c'est vrai, même si ce que je pense, c'est que la légitimité d'une élection présidentielle, elle est puissante, et que ça crée un rapport de force politique dans le pays, suppose. Bah attends, suppose que Marine Le Pen gagne. Tu crois que genre les députés du Socle commun et du NFP, ils vont dire bon bah c'est super, allez vas-y fais un gouvernement? Non, certainement pas. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui gagne, bah ça va être la même chose mais de l'autre côté quoi. Ils vont dire non mais ça sert à rien du tout. Genre on en a rien à faire de cette élection présidentielle gagnée par Mélenchon ou Le Pen. Genre nous voilà. Et même chose d'ailleurs, même si c'est Édouard Philippe qui gagne ou je ne sais pas qui du centre. Enfin, je veux dire ça ne marche pas. Je vois pas dans les dynamiques actuelles qui sont totalement centripètes, je ne vois pas comment genre une élection présidentielle résolve. La seule chose c'est faire une élection présidentielle où derrière tu enchaînes avec une élection législative où là le candidat qui aura gagné ou la candidate pourra être porté aux législatives. Surtout en fait ce que moi j'écrivais lundi qui est le fond de ce que je pense, c'est qu'une élection présidentielle me semble nécessaire. Mais pas une élection présidentielle précipitée. C'est-à-dire une élection présidentielle qui met 5 semaines entre la démission et l'élection, sachant qu'il y en a les 2 premières, elles sont consacrées à récupérer des signatures et à organiser le truc, quoi, un peu quand même globalement. Ça veut dire que tu as un temps très 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 court pour pouvoir aller auprès des concitoyens faire valoir tes propositions. Donc moi je suis pas du tout favorable à ça parce que je pense vraiment qu'on a besoin d'un temps politique solide. Alors c'est pour ça que je trouve que la proposition des socialistes est une proposition qui a l'avantage de donner du temps et de remettre le point d'équilibre dans l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est bien à l'Assemblée puisqu'il n'y a pas de 49.3, pas de censure, pas de dissolution. Donc c'est bien le gouvernement revient sous contrôle de l'Assemblée nationale. Donc cette proposition me semble plutôt être une piste qui acte
une situation et qui essaye de trouver une voie de sortie qui ne mette pas le pays down, quoi. Avec un problème, c'est que l'arbitre des élégances, il a un nom, c'est une personne toute seule chez lui, et ça s'appelle l'Élysée chez lui, et c'est Emmanuel Macron qui décide de qui il va nommer Premier ministre, et ce faisant, c'est lui qui va dire... oui, voilà, enfin, il est obligé quand même de le faire dans des coordonnées qui existent, c'est-à-dire que il nomme son pote Le Cornu qui vient des LR, hein, c'est quand même, c'est en gros Michel Barnier en plus jeune, ce que tout le monde dit, hein, il est plus jeune et plus sympa, paraît-il, parce que Barnier, je crois qu'il est pas sympa, ce que j'ai compris. Bon, donc il est plus jeune et plus sympa, mais enfin il vient des LR et je vois pas du tout comment il est capable de faire un... Il est un peu plus issu de la Macronie, c'est-à-dire que peut-être que les macronistes lui feront moins la peau qu'ils n'ont fait la peau à Michel Barnier. Mais enfin en tout cas, le résultat sera le même, la droite, l'extrême droite et la gauche censureront ce gouvernement. Donc si tu veux, quand même Macron va devoir tenir compte, ou alors il va accélérer le processus de sa chute, parce que si on recommence, parce que là ça a duré, il faut se rendre compte que l'ouverture de la session parlementaire c'était le 1er octobre. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois. 2 mois après, c'est fini. C'est fini. Enfin, c'est dingue. Enfin, je veux dire. Donc si c'est 2 mois, 1 mois, et puis que tu refais une fois, puis tu refais une fois d'après, bon bah t'arrives dans une situation de crise de régime où là il est obligé de partir et probablement d'une refonte des institutions, on l'accompagnera. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, tu as raison qu'Emmanuel Macron il est l'arbitre dans cette constitution qui lui donne beaucoup de pouvoir. Ceci étant, il le fera avec les équilibres politiques, avec les solutions politiques possibles. C'est pour ça que moi je crois que la question de faire une proposition à gauche qui s'impose à lui comme une seule possibilité, parce que l'actuel, il l'a tenté. Une ouverture à l'extrême droite, on a dit que c'était peut-être une solution, même si elle ne nous agrée pas, elle est peut-être théoriquement possible, pas certaine. Et il y a celle de mettre la gauche, et dans quelles conditions on peut avoir la gauche qui gouverne et qui ne tombe pas immédiatement sous le coup de... Parce que si c'est pour arriver à se faire débarquer au bout de 15 jours, c'est pas hyper probant comme résultat. Moi, je voulais juste dire un tout dernier mot sur un lieu commun que j'ai beaucoup entendu à la fois à l'école et puis même après, même sur les plateaux et tout. C'est la Constitution rédigée par Debré et De Gaulle. C'est vraiment... absolument génial. Ça nous protège de toute instabilité politique, contrairement... Et là, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis qu'en fait, mais pas du tout. Genre, cette constitution ne nous protège en rien d'une instabilité politique. Elle est faite pour une bipolarisation. C'est faite pour qu'il y ait une gauche et une droite. Eh ben oui, ça ne protège de rien du tout. Enfin, et je vais même aller un peu plus loin. Elle est peut-être aussi un peu responsable, la rédaction de cette constitution, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Cet ultra-présidentialisme, matiné de faux parlementarisme, en fait, ça va pas. Et donc, vraiment, et là, je rejoins Raquel Garrido. Raquel Garrido, si tu nous écoutes, on t'aime. La question de la 6ème République est une question qui devient hyper urgente. Sur ce, ciao. Ciao et à samedi pour le prochain débrief. Ciao.